yeux qu'on en pleurait de joie. Puis j'entendais filer dans les airs et la nacelle. Puis j'entendais siffler dans les airs et la nacelle et le ballon trébuchent dans mon jardin. Je me hâte d'ouvrir le portail, me glisse parmi les arbres au milieu du pré, et ayant fait fuir les oiseaux, je vois un grand pan de tissu s'effondrant dans l'herbe. Qu'on juge dans ma joie. Je n'ai pas tant de distraction dans ces contrées perdues où je me suis retiré pour cause de chagrin d'amour. Mais j'ai beau être inconsolable, il arrive qu'une chose ou l'autre me mette en éveil, à croire que je dispose encore de quelques économies d'admiration. Au fond du jardin et un hangar, probablement une ancienne remise à outils, mais vide depuis que j'y habite. Immédiatement j'ai pensé que c'était pour le ballon et la nacelle, ce serait idéal, car autant le dire tout de suite, je n'ai pas envisagé un seul instant de rendre l'objet à son propriétaire. D'ailleurs, il n'y avait pas le moindre propriétaire en vue, ce qui ne faisait qu'ajouter au mystère de la chute gracieuse sur mes terres. Cela m'avait tout l'air de m'être destiné, et le signe du destin, surtout lorsqu'il comporte de jolies petites cordes brillantes et des nuages de flots blancs, promesses d'envol et de voyage par les airs. Je ne les repousse pas. J'ai longuement tourné et piétiné autour de l'objet, ne sachant par quel bout le prendre. Je me suis penché et j'ai tâté avec une certaine timidité, une sorte de respect aussi, l'étoffe décomplée, humide sans doute à cause de l'altitude qu'elle avait traversée. Les oiseaux sont revenus et nous étions nombreux. Si je peux ainsi m'assimiler au groupe des oiseaux sans pour autant en être des leurs à considérer l'objet. Comme je regardais dans le vague, me demandant comment j'allais pouvoir transporter le ballon jusqu'au hangar, une fenêtre ouverte et des gens penchés en dehors de la maison voisine m'a paru soudain. De toute évidence, ils m'observaient. Peut-être même avait-il noté la chute du ballon au milieu de mon jardin. Cela me rendit furieuse. Je vis comme si cet objet avait été à moi, ici, couché là, de tout temps. Et si je m'y accueillir négligemment quelques fleurs pour bien leur montrer que c'était une douce journée de mai, je me promenais dans mon jardin, qu'il n'y avait rien de plus naturel. J'achetais quant à humer l'air délicieux du printemps, qu'ils finirent par disparaître derrière leurs méchants murs. Un enfant vint fermer la fenêtre et tirer les voilages. Je rentrai à la maison et téléphonai à mon grand ami Hubert pour lui demander conseil. Cher ami, qu'avez-vous encore inventé, me dit-il. Nous nous entendions très bien, Hubert et moi, mais certains traits de son caractère m'agacent. Ainsi, cette manière de me juger étourdie, capricieuse et de me parler avec indulgence quand je suis la plus sérieuse et la plus déterminée des filles de cette région. Cela dit, parfois, je goûte qu'Hubert me prenne pour une sorte de feu follet. D'une certaine manière, cela m'arrange bien. Je porte moins lourdement le deuil de mon amour. Je peux m'essayer à quelques entrechats, audace à laquelle je ne me sentais jamais risqué sans lui. Nos rapports ne sont jamais clairs. Les choses sérieuses lui gisent, préoccupantes même. Me voilà avec ce grand objet tout déformé, tout avachi dans mon jardin. Je compte le garder. Je le mettrai en état et peut-être m'en servirai plus tard. Ne pouvez-vous venir m'aider à le transporter? Je vous prie, faites un effort. Hubert finit toujours par me céder parce qu'il sait que je travaille pour la bonne cause. Il proteste un peu pour la forme parce qu'il n'aime pas guère être dérangé
visage chevelé et chevelé. Il ne se dé- il ne se départ jamais de son calme, de sa prestance, et même d'un certain protocole. Ainsi m'a-t-il suivi dans le... Ainsi m'a-t-il suivi dans le jardin, sans plus presser le pas, que nous faisions une petite promenade, alors que moi je campadais et ouvrais large mes bras pour lui désigner l'objet qui me parut soudain. Et je eus les larmes aux yeux, un peu plus petit, un peu moins brillant que tout à l'heure. Mon ami quitta ses gants et s'intéressa au ballon d'une manière plus technique que je ne l'aurais souhaité. Mais je restai assez tolérante, eut de nombreuses occasions, et je pris le parti de me taire. Tous deux tirant, poussant, glissant sur l'herbe, nous finîmes tout de même par ranger la nacelle sous le hangar plié, tant bien que mal l'immense étoffe où je découvris brodée entre là d'arabesques roses dépravées. L'après-midi se passa à échafauder mille projets de voyage. Nous décidâmes d'acheter dès le lendemain un livre traitant des ballons et de leur maniement. Nous ne fûmes pas longtemps à comprendre que le seul moyen pour que nous parviendrons jamais à veiller l'objet, à lui donner son souffle et de la tenue. Ainsi nous employâmes deux hommes à cet office, l'un d'eux musclé dans le bel âge, ses mains carrées protégées par d'énormes gants de cuir gris vert radis et déformés par le long usage, devint mon amant. L'autre, plus jeune, considéra cette situation avec un certain intérêt. Le ballon, son arrivée majestueuse et mystérieuse, la grâce de ses longs plis, le poids de son étoffe bordée d'une frange de cordelettes brillantes, tout cela nous approcha au point de faire de nous une petite société qui avait ses règles, ses mots de base et un but enchanteur. L'élévation du ballon dans les airs, l'objet avait souffert durant la longue traversée qu'il avait dû accomplir pour parvenir jusqu'à moi. Certaines de ses cordelettes étaient arrachées et pendaient piteusement. La résille enveloppant le dôme du ballon comportait de nombreux accros. Même la nacelle d'osier révélait quelques entrailles. On s'était battu là-dedans, selon toute apparence, et au couteau encore. Cela dit, pas la moindre trace de sang. Avec Hubert et les deux hommes, nous passâmes plusieurs soirées à réparer le filet dans mon petit salon jaune, de façon à ce que nul ne nous surprenne dans cette tâche, ni dans nos projets. C'était déjà bien assez d'avoir révélé nos allées et nos venues du jardin au hangar, et les questions inévitables auxquelles j'ai dû répondre sitôt passé le portail m'avaient suffisamment agacé. Nous avions l'air de pêcheurs en travaillant ainsi à notre filet, chacun dans notre coin de la pièce. Pour les deux hommes et moi, ce n'était pas si étrange, mais la mine du père, élégant comme un papillon, avait de quoi nous amuser. À minuit, je revoyais mes amis et gardais mon amant. Tandis qu'Hubert raccompagnait l'aide et l'éclairait jusqu'au hangar, l'homme ôtait ses vêtements, sa chair tendre, pleine de solide, miroitait dans la pénombre de ma chambre. Après 8 jours de ce régime, le ballon fut en état de nous enlever dans les airs. La première tentative resta comme l'un des plus grands bonheurs de mon existence. Les gaz brûlants de toutes sortes de forces produisaient un tel grondement qu'il était impossible de nous entendre. Chacun de nous hurlait, les mains en porte-voix, rouges d'excitation. Nous suspendions la nacelle, les sacs de sable, et nous nous délivrons au cours de la montée pour nous enlever toujours plus haut. Puis l'embarquement eut lieu. Oh, le cher moment du père s'installa le premier, un peu pâle, puis le jeune Ed et moi. Le drôme restait au sol. Nous étions enveloppés d'une veste chaude et de châles dont les pointes étaient coincées. Voilà. Alors, nous étions enveloppés
sous nos ceintures. Et soudain, la nacelle se mit à bouger. Oh, tout doucement d'abord, comme une barque au bord d'un lac, puis plus fort, incapable de s'arracher à la terre, et doucement, doucement, comme une feuille soulevée par un coup de vent, nous quittâmes le sol. Nous voilà à 1 mètre, 10 mètres du sol, saluant sans grande audace un visage qui s'éloigne. Le jardin s'étrécit, resserre ses haies, aplatit ses arbres. Nous filons dans un grondement qui ne cesse pas. L'énorme coupole de soie blanche s'élève très haut au-dessus de nous. Le village précipite ses maisons les unes contre les autres, amincit ses rues. Avalées par la terre, les forêts font une mousse rugueuse. L'air se purifie, brille comme de l'acier. Les prés, les champs, les bois forment une couverture brune, verte, jaune. Alors que nous ouvrons les sacs de l'Est et semons dans l'espace, soulevé par le courant d'air de sable, ce tortille s'allonge, danse autour de la nacelle et poudre nos têtes. Quelques minutes plus tard, nous étions si brûlés au visage par l'air glacé, si pétrifiés d'émotion, à nous sentir aussi exposés en plein ciel, sans doute sans langage, sans autre secours que celui de nos âmes tendres et fraîches comme des poissons, qui nous perdîmes un peu que nous perdîmes un peu le sens de la direction. Le ballon filait vers l'ouest, vers la mer, et pas un d'entre nous ne trouvait en soi la volonté d'échapper à cette catastrophe. Radieux, nous nous disposons avec ivresse à risquer de mourir. Je regardais Hubert, ses ailes de papillon fardées, son élégance méticuleuse élargissée, 10 femmes enrobant la nacelle, le gigantesque dôme immaculé et semblait dissoudre dans l'espace glacé. Le jeune homme très droit, agrippé des 2 mains au bord de notre embarcation, les yeux grands ouverts, fixait l'échappée du vide et bleu. Voilà, c'est la fin de ce truc. Je suis pas sûr que vous avez très bien compris. Voilà. En même temps, il va falloir arrêter de mettre du langage soutenu. Alors, en soi, le parler, je le pratique. Mais le lire, c'est chiant. Quand vous êtes dyslexique, je vous jure, c'est chiant. Et surtout que des fois, ça n'a pas vraiment de sens. Mais bon, soit. En soi, voilà. J'espère que ça vous a quand même relaxé, détendu. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à ce soir pour la vidéo. Bonne